Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de MVP Mangavore, le podcast. Il faut que je m'habitue au nouveau nom de mon émission, c'est un peu dommage. Aujourd'hui, je suis tout seul de l'équipe, mais en échange, vous le voyez, l'invité est triple puisque nous recevons la l'hydre tricéphale de manga.io en les personnes de... Bonsoir à vous. Donc de Romain, qui est donc le PDG de Manga.io. Ouais. Ça, ouais. Oui. Yoon, qui est le directeur des opérations, le responsable des opérations. Voilà. Et donc Kevin, qui est le responsable éditorial. Enchanté. Eh bien, merci à tous les trois d'avoir accepté mon invitation. Voilà, donc ce soir, on va discuter un peu de votre magnifique plateforme Manga.io qui se veut donc un peu, si on utilise une formule un peu marketing, le Netflix du manga papier en version électronique. Futur Netflix du manga papier. On Voilà. rajoute toujours la particule pour expliquer que c'est en étape. Mais oui, Ouais. c'est un peu la mission en tout cas. Ok. Eh ben, on va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est un beau projet, c'est une belle ambition. Voilà. Et tout de suite, on va commencer avec les news. Tout d'abord, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un nouvel éditeur qui s'est lancé, qui s'appelle Noev. Voilà, Noev, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. Alors, c'est pas techniquement un nouvel éditeur, puisque c'est un éditeur de beaux livres. Ils font des artbooks dans des domaines, apparemment plutôt de la photographie ou ce genre de choses, mais ils se lancent dans le manga. Ils ont annoncé 2 titres qui arrivent à la rentrée. On a donc un shoujo qui s'appelle Veil, non, un josei, pardon. Ou le josei, de toute façon, c'est du shoujo en vérité. Voilà, donc Veil. Donc 2 tomes qui sortiront au prix de 13 € chacun et pour un coffret à 25 €. Et surtout, le retour d'un mangaka qui a eu sa petite heure de gloire en France, Kiya Asamiya. Je ne sais pas si vous le connaissez. Kiya Asamiya, c'est l'auteur de Silent Mobius et de Dark Angel, qui est sorti chez Panini il y a fort longtemps. Voilà. Et qui est aussi assez connu pour une autre série. Alors, il a aussi été le chara-designer de Nadeshiko. Voilà. Space Martian Nadeshiko, et également d'un manga sur les Porsche Carrera, voilà, qui je crois est encore en cours au Japon. Voilà. Donc son manga s'appelle SPOP, et voilà, et ça débarque tout ça au mois de novembre. Oui, c'est une très belle édition. Bah, on espère en tout cas, hein, voilà, dans la mesure où c'est plutôt des gars qui font des beaux livres. Emmanuel Bochou, qui est donc un interprète et un manager, qui lance une série de meet and greet. D'ailleurs, on avait reçu dans un ancien épisode du podcast. Donc là, il se lance dans une série de meet and greet avec des artistes japonais. Donc la spécificité de la double spécificité de cette opération, c'est que d'abord, les invités seront rémunérés, ce qui est cool pour eux, et surtout, puisqu'on est dans une OP post-Covid-19, c'est une OP online. Donc c'est un meet and greet qui se fera via Internet en visio. Et le premier invité, c'est Hiroshi Watari, qui est donc l'acteur principal de la série Charivan, qui est en gros la saison 2 de XOR. Enfin, c'est le suivant. D'abord, il y a Gavan, puis il y a Charivan, pardon. Donc voilà, c'est un truc assez intéressant. On va voir ce que ça va donner. Il a 2 formules, une formule standard, une formule premium. Les places sont en train de partir. On va voir le retour des participants et puis surtout on verra quels sont les noms suivants. On espère qu'on verra encore du beau monde. Pika qui a annoncé un nouveau titre dans sa collection Seinen. Il s'agit de Blue Period de Tsubasa Yamaguchi. Est-ce que je vois que tu opines de la tête, tu as vu un peu de quoi ça parle? Alors, moi, j'ai pas vu encore le style graphique, j'ai pas eu l'occasion de me plonger dans l'œuvre, mais j'en ai entendu beaucoup parler. Donc ça a l'air très très sympa. J'ai hâte de pouvoir découvrir ça. Bah, ça a l'air très chouette, effectivement. Donc, c'est l'histoire d'un lycéen qui décide de se lancer qui décide de passer un concours dans une école d'art graphique. Donc, on va voir. D'ailleurs, le titre, Blue Period, est une référence à la période bleue de Pablo Picasso. Tout à fait. Sinon, je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière le financement participatif. Les précommandes qui ont été lancées par les éditions Pix & Love. Non. Pas du tout. Eh bien, ils ont lancé un livre. Donc, ils avaient déjà sorti un livre sur Dragon Ball et ils avaient lancé également un livre sur City Hunter. Et là, c'est un livre sur Rumiko Takahashi qui sort. Donc, un livre sur vraiment toute la carrière de l'autrice qui a été récompensée par le Grand Prix du Festival de la bande dessinée d'Angoulême l'année dernière. Livre qui a l'intérêt
d'avoir été écrit par Pauline Croquet, journaliste au Monde, voilà, et qui connaît bien son affaire, hein, pour le coup. Elle écrit très régulièrement des articles très intéressants sur le manga. Donc on a hâte de lire ça. Voilà. On aime bien lire ces articles. Ouais. Elle avait fait un article assez intéressant il y a quelques mois, justement autour de Japan Expo, qui était assez chouette. Et sinon, on a Reiko Momochi. Donc, Reiko Momochi, c'est l'autrice de Daisy, lycéenne à Fukushima. Donc, revient en France chez Akata avec un titre qui s'appelle Moi aussi, et qui donc va parler du harcèlement sexuel au travail. Donc, c'est un titre qui est, en tout cas, qui m'interpelle beaucoup, mais qui reste assez complètement dans la ligne éditoriale, hein, du catalogue d'Akata. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que ça peut être très intéressant. Et alors, sinon, en vrac, effectivement, donc il y a pas mal de petites nouvelles annonces, puisque donc on attend là pour la rentrée Spy X Family, qui est le gros hit de chez Shueisha, qui débarque chez Kurokawa. On a beaucoup plus surprenant un manga adapté de la série télé de 1984 V. Donc, je sais pas si vous êtes un peu jeune, je sais pas si vous connaissez la série avec les lézards. Voilà. Tu connais, ouais. Il y a eu un remake plus récent, je crois. Il y a eu un remake en 2004, si je dis pas de bêtises, effectivement, ouais, avec entre autres la nana qui jouait la femme de Brody dans la saison 1 de Homeland. Voilà. Et donc, c'est un bouquin qui sort chez Black Box. C'est hyper surprenant pour le coup, donc voilà, on va voir ce que ça donne. On a Soleil Manga qui va sortir un spin-off de Splatoon, qui s'appelle l'histoire de Poulpe. Donc voilà, pour les gens qui aiment bien les mangas de jeux vidéo, c'est vrai que Soleil s'est vraiment spécialisé dans ce créneau et il marche vachement bien. Pika a également annoncé l'éternelle édition de Sailor Moon, donc un format plus grand et avec des pages couleurs. Donc ça fait toujours plaisir, même si certains fans qui ont dit oui, mais nous on attend, parce qu'au Japon, ils viennent d'annoncer il n'y a pas très longtemps une version full color. Oula. Ah oui. Ouais. Donc, pour les fans du Club Dorothée des années 90, ça va... Ah, même, hein, c'est vraiment un monument du shoujo, hein. Pour le coup, Sailor Moon, c'est hyper intéressant. Hein. Moi, j'avais découvert en dessin animé avec le Club Dorothée quand j'étais gamin. Ouais, j'ai jamais lu le manga. C'est vrai. Et ben, c'est Ouais. pas mal. C'est pas mal du tout. Tu devrais tenter. C'est pas mal. Okay. On a également Manabook qui vient d'annoncer le manga de Ni no Kuni. Là, j'ai aucune idée de ce que ça vaut, j'avoue. Et sinon, il y a Cornelius qui annonce le 4e volume de l'anthologie consacrée à Yoshiharu Tsuge. Donc là, on est vraiment dans du manga d'auteur. Hein. De toute façon, comme ce que fait toujours Cornelius, c'est un auteur que je vous invite vraiment, les auditeurs et les spectateurs, à découvrir d'urgence. C'est vraiment très intéressant et ça change justement de ce qu'on a l'habitude de voir en manga régulièrement. Donc moi, c'est tout pour les news. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez partager avec nous ? Ouais, mais d'ailleurs, attends, je regarde la date, mais on est le 20, c'est ça ? On est le 20 et ça sera diffusé la semaine prochaine, a priori. Ouais, non, mais du coup, dans 2 jours, c'est l'anniversaire, je crois, des 23 ans, il me semble, ou 22 ans de One Piece, non ? 23. Ouais, 23. Ça doit être ça, ouais. Ouais, les 23 ans de One Piece qui sont dans 2 jours. Donc ça, c'est une petite news aussi sympa quand même, ça va être cool. C'est-à-dire que ça a commencé quand j'avais 8 ans, donc ça commence à dater. T'es jeune. Ouais, jeune, et en même temps, pas tant, hein, mais quand tu vois les youtubeurs, etc., qui ont tous 25 ans ou 23 ans, c'est marrant, quoi. Donc effectivement, ça a commencé quand j'avais 8 ans, mais moi j'ai dû découvrir ça quand j'en avais 10, quoi. Ouais. J'avais découvert ça à la Fnac avec Youn quand on était gamin, je pense sur les bancs de l'école à la Fnac, quand on allait squatter pour lire des mangas à l'époque où on ne se faisait pas virer en allant pour lire des mangas. C'était sympa, c'était la belle époque. Mais c'était même leur slogan à l'époque, quoi. Venez lire chez nous. C'est ça. À un moment, ça s'est durci et ils ont commencé à comprendre qu'on venait juste pour lire des mangas et on enchaînait pendant des heures à lire plein de mangas, on les achetait pas. Donc ça leur allait pas trop, je crois, comme mode de consommation. Mais c'était marrant, c'était une belle époque, donc c'est une petite news comme ça. Et puis après, nous de notre côté, on sort la nouvelle version, la version publique de la bêta dans quelques jours. D'accord. Okay. A priori, ce sera en début de semaine prochaine. On confirmera ça dans les prochains jours. Donc, du coup, ce sera certainement déjà annoncé au moment où tu sors la vidéo. Il y a du coup la bêta publique qui sort avec quelques petites modifications sur
globalement sur la plateforme, rien de particulièrement marquant en termes visuels et d'interface, c'est plus de la sécurisation. Et puis après, l'ouverture du processus d'inscription et de parrainage qui sera du coup un peu plus simple pour découvrir, tester la plateforme, la partager, commencer à expérimenter un peu, justement, à goûter ce petit aperçu du futur Netflix du manga qu'on essaie de faire. C'est une belle étape. Une petite actu, mais ouais, une petite actu, mais grosse étape. Ça nous fait sortir, on sort de notre petit précaré avec quelques centaines d'utilisateurs qui avaient réussi à se choper des places pendant la bêta privée et à être invités. Et là, on ouvre un peu plus pour avoir des données un peu plus empiriques, commencer à communiquer aussi un peu plus largement et voir à quel point le projet peut plaire. On y reviendra plus en détail, j'imagine, après, mais c'est vrai que c'est un peu l'étape suivante qu'on s'était fixée. Donc là, on arrive à peu près au moment où c'est le moment. Ok. Eh ben écoute, ouais, du coup, c'est exactement la bonne transition pour passer à la suite. Voilà. Et donc, sans plus attendre, on va passer sur vos profils. Bah écoute, on va commencer par toi, Romain. Alors, raconte-nous un peu qui es-tu, d'où viens-tu, où vas-tu? Ok, alors, je tente de le faire en 1 minute. C'est l'entraînement de l'entrepreneur. Normalement, tu savoir faire un pitch en 1 minute de ton parcours. Et là, j'ai déjà pris 30 secondes pour dire ce que je vais faire, donc c'est cool. Donc en gros, moi, j'ai 31 ans. Je suis né dans les années 80. J'ai grandi avec le Club Dorothée il y a déjà un bon bout de temps. Donc c'est comme ça que j'ai découvert les animés principalement, puis ensuite les mangas quand j'étais au collège. J'ai rencontré aussi Yoon au lycée et on lisait des mangas comme ça à la fac. Ensuite, après le lycée, moi j'ai fait des études de marketing et business administration, comme on dit, dans une grande école. Après, je suis parti aux États-Unis, j'ai fait du conseil en stratégie, je suis rentré en France et avec Yoon, on a créé notre première boîte qui s'appelle Artbeat.net et l'objectif c'était de créer un réseau social pour artistes. Donc, on essayait d'aider les artistes émergents à gagner en visibilité. C'était une idée qu'on avait au lycée et qu'on a mis en œuvre quelques années plus tard avec plus ou moins de succès. Donc on a réussi à réunir beaucoup d'artistes, des milliers d'artistes sur la plateforme. Et après, on a un peu pêché sur la phase d'après qui était de lever des fonds et pouvoir pérenniser le modèle. Donc on a laissé de côté et on a pivoté en agence pour artistes qui existe toujours aujourd'hui. Et après, moi, j'ai rejoint une autre startup qui s'appelait vromvrom.fr, qui est un comparateur d'auto-école. Okay. Tu verras que mon parcours est assez marrant parce que j'ai toujours fait la même chose. J'ai toujours été dans le produit digital et dans l'entrepreneuriat, mais dans des industries complètement différentes. Donc là, on a commencé avec Artbeat. Ensuite, les auto-écoles avec vromvrom. Après, j'ai monté un site de démocratie participative entre 2015 et 2016. Après, j'ai été recruté avec 2 autres entrepreneurs par un très grand groupe dans le domaine de la restauration d'entreprise, le groupe Elior. Et j'ai fait un service de livraison de repas pour les petites et moyennes entreprises qui s'appelait The Living Room. Et après ça, je me suis dit, j'ai revendu mes parts, j'ai quitté le projet. Ce sera dans une autre histoire que je te raconterai les contours de ça parce que c'était assez intéressant. Et je me suis dit, en quittant cette aventure, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et en fait, je me suis replongé dans ma passion pour le manga et je me suis dit, parce que ça faisait depuis dans les années 2010, quand on avait commencé à travailler avec Yoon sur Artbeat, on se disait, ce serait quand même vachement bien d'avoir une plateforme pour lire des mangas en illimité et avec un abonnement. En 2014, j'avais réservé le nom de domaine manga.io et du coup, je me suis dit en 2018, vas-y, je vais me relancer là-dedans. Et j'ai rencontré par des connaissances communes Dominique Verret, que tu dois connaître, bien sûr, ouais, puisque tu étais chez Tonkam. Alors, je l'ai rencontré là, mais ouais, je vois qu'il était plus là. Bon, ouais. tu vois le personnage. Bien sûr. Mon esprit était là. C'est l'esprit. Ouais, un peu, ouais. était toujours là. Donc moi je l'ai rencontré, on a discuté un petit peu, je lui ai dit que voilà, j'avais envie de monter un projet dans la lecture de manga numérique. Il m'a dit écoute, beaucoup s'y sont frottés, peu ont réussi et finalement c'est un sujet qui n'est pas encore vraiment traité. Tu peux t'essayer à le faire. Et donc c'est comme ça que après en avril 2018, je suis parti au Japon. J'ai eu mon tout premier rendez-vous avec mon premier pitch deck, première fois que j'allais en négo avec en tout cas en présentation avec des éditeurs. Et c'était qui? C'était Shueisha. Histoire de commencer. Donc voilà, j'ai commencé par Shueisha et puis ensuite on a enchaîné. J'ai vu Shogakukan, Akita Shoten, etc. Au Japon, présenter le projet. Les retours étant assez positifs
Ils m'ont encouragé à rentrer en France et à présenter le projet aux éditeurs français, avec lesquels ils ont déjà des accords préexistants sur la distribution numérique. Donc, je suis rentré en France et j'ai rencontré pendant à peu près 1 an tous les éditeurs français, donc Glénat, Canac, Youn, tout le monde, et j'ai essayé de les convaincre de monter ce projet et de m'accompagner dans cette aventure. Et donc de fil en aiguille, j'ai réussi à signer des accords de principe avec plusieurs éditeurs français. Ensuite, je suis retourné au Japon, j'ai signé des accords de principe avec des éditeurs japonais. Je suis revenu en France, j'ai re-signé des accords de principe avec des éditeurs français. Enfin bref, globalement, j'ai senti qu'il y avait quand même un sujet qui était intéressant et que ça intéressait les éditeurs aussi bien au Japon et en France. Maintenant, il fallait le faire et il fallait passer l'étape d'après, parce que les accords de principe, c'est bien, mais ça ne permet pas de lancer la plateforme. Donc on a levé des fonds, on a assemblé une équipe, c'est comme ça que Kevin et Youn m'ont rejoint. Et donc après, on s'est mis en ordre de marche pour développer la plateforme et commencer à lancer le projet. Et ça nous amène finalement à cette année, où on a lancé le 4 mai notre bêta privée. Donc voilà, donc j'ai essayé de faire court, mais j'ai dépassé la minute, je pense. Tu as dépassé la minute, mais c'était bien, voilà, c'était intéressant de toute façon. Donc voilà, un beau parcours. Voilà. Et alors du coup, Youn, puisque tu as été cité très tôt dans le pitch, voilà, on va enchaîner sur toi et on finira ensuite avec... On se connaît depuis qu'on a 13 ans, je crois. D'accord, ok. Ça commence à faire pas mal. Moi, j'avais 14 ans. Moi, j'avais 14. J'avais 14 ans. Ouais, du coup, avec Romain, on se connaît depuis très longtemps. Alors moi, j'ai une origine japonaise et coréenne, ce qui fait que le manga fait un peu partie aussi des meubles. Non pas qu'on était des grands consommateurs, mais au moins j'avais pas la famille qui me disait que c'était pas de l'art et que je ne fallait pas que j'en lise parce que c'était violent et que c'était idiot. Donc au moins j'avais ce prérequis qui était sympathique. Puis après, comme a dit Romain, on a surtout écumé les bancs de la Fnac et moi j'ai un parcours qui est très atypique, on va dire, qui est assez particulier. Puisque j'ai fait donc un bac scientifique avec Romain au lycée, mais après je me suis tourné vers les milieux artistiques, donc j'ai une licence en art plastique à l'université de Paris 8, et ensuite j'ai été recruté comme enseignant en art, et en fait à partir de là j'ai fait je fais énormément d'activités qui sont très diverses et variées. Parce que je pense que j'ai un profil qui est très créatif et donc je m'intéresse à tout ce qui est création, peu importe le domaine. Donc à côté de mon activité artistique graphique, on va dire, je pratique la musique depuis pas mal de temps, donc je joue pas mal d'instruments, j'ai une activité assez poussée là-dedans, de composition et je suis aussi du pianiste de palace en accompagnement. Okay, j'ai aussi passé un CAP de cuisine à côté, donc j'étais chef de resto à Biarritz, à l'île. Ah, t'es occupé, donc, je vais souvent d'activités comme ça en activité. L'année dernière, j'ai publié un livre chez Hachette qui s'appelle J'y comprends rien, et en fait, il y a un livre pour expliquer les démarches administratives aux jeunes qui rentrent dans la vie active, parce que c'est très compliqué. Et qui n'y comprennent rien. Et qui n'y comprennent rien. Merde, la vache, donc, tu peux me passer une version du hip-hop peut-être, là, ça pourrait me servir. Je vais un exemplaire, c'était ça. Avec plaisir. Et donc voilà, donc en fait j'ai des parcours qui sont assez différents et j'essaie toujours de m'enrichir des différents challenges parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus passionnant qu'apprendre, de galérer un peu, d'apprendre et de devenir meilleur et voilà, je trouve que c'est la vie, c'est ça, et de ne pas se cantonner quelque chose. Et puis je suivais Romain qui avait lancé son projet, qui l'a fait évoluer pendant pas mal de temps seul, avec beaucoup d'abnégation et de... Alors, c'était très intelligent quand on s'était mené, puis il y a eu un moment où il fallait agrandir l'équipe et un peu passer à la vitesse supérieure. Et donc c'est là où on s'est dit, voilà, faisons quelque chose ensemble. J'épaule Romain aux opérations, ce qui fait que concrètement je coordonne un peu les différents pôles, puisqu'on est 8 personnes dans l'équipe. Ok. Il y a des spécialités, puis il y a le marketing, le développement, le droit, l'édito, etc. Donc, c'est notre chef d'orchestre. D'accord, ok. Ouais. Et donc du coup, lien logique, tu travailles entre autres avec Kevin. En tant que chef d'orchestre. Magnifique, hein. Tout à fait. Tout à fait. Alors après, moi, j'ai pas, je suis pas Youn, hein, j'ai pas 77 casquettes à mon actif. Hein, c'est un peu difficile de passer derrière ça.
Mais pour la faire assez courte, moi du coup c'est pareil, un peu comme Romain, j'ai découvert les mangas du coup à travers le Club Dorothée et du coup Dragon Ball, comme beaucoup de gens de ma génération. Et depuis tout petit, je me suis dit du coup, je rêve d'écrire un manga et je vais écrire un manga. Et puis après, en fait, j'ai commencé à dessiner. Et je me suis rendu compte que mon rêve allait jamais se réaliser, quoi. C'est pas possible. Du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui m'intéresse dans le manga? Qu'est-ce qui est bien dans le manga? Qu'est-ce qui me plaît à part le dessin? Et je me suis rendu compte que c'était la mise en scène, la manière de mettre en avant les images et le choix des cadres, etc. Et je me suis, du coup, plutôt logiquement intéressé vachement au cinéma, en fait. Et, logique, ouais, bien sûr. Parce qu'il y a un lien qui est quand même assez évident. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des études de cinéma. En fait, j'ai commencé à voir beaucoup de films, tout en continuant à lire beaucoup de mangas. Et du coup, en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler en fait pour des distributeurs de films. Enfin, j'ai fait une école de cinéma où j'ai écrit des scénarios, mais du coup, écrire un scénario, c'est pas forcément évident, surtout quand on sort d'école, et c'est pas forcément le métier qui paye bien. Du coup, je me suis retrouvé en fait à travailler à la distribution, et comme j'avais aussi, j'ai quand même une certaine appétence avec les chiffres, j'ai pas mal travaillé en fait au service financier de ces boîtes-là. Donc j'ai appris un peu tout l'écosystème en fait de la distribution de films, qui est hyper intéressant, hyper complexe, mais hyper intéressante. Et de fil en aiguille, en fait, du coup, je me suis retrouvé à travailler sur des projets en fait où on rémunérait, je m'occupais en fait de reverser l'argent en fait aux auteurs et aux ayants droit. Donc, je travaillais vachement en lien avec la SCAM, la SACEM, etc. En fait, sur ce niveau-là. Et un jour, je tombe sur une annonce, en fait, une annonce, un lien comme quoi il y a quelqu'un qui allait sortir une plateforme de lecture de manga en ligne. Je me suis dit, mais enfin, quelqu'un a enfin cette idée. Ça fait des années que je lis illégalement. Je suis obligé, tous les 2 mois, j'achète mon tome, mais en même temps, toutes les semaines, je lis mon scan. En fait, ce mec a eu l'idée de génie. C'est l'idée que quelqu'un devait avoir depuis 15 ans. Et du coup, je me suis dit, on va lui envoyer un message, on verra ce que ça va donner. Et on a commencé à discuter, on a commencé à échanger. On a vu qu'on avait à peu près la même vision un peu du manga, de la manière dont on aimerait en fait que le projet se développe. Et je pense que Romain en fait a vu que j'étais assez passionné par le milieu. Il a forcé. Franchement, première conversation, il m'a sorti les noms de mangaka que je ne connaissais même pas. Et je me suis dit, ce gars-là, il est bon. Alors déjà, c'est Kevin qui m'a contacté de lui-même. Donc moi, j'avais pas vraiment de recherche spécifique. Mais je savais qu'il fallait que je m'entoure de gens qui sont meilleurs que moi dans leur domaine. Et il se trouve que je cherchais quelqu'un du coup à l'éditorial, quelqu'un qui connaisse un peu plus que moi l'histoire du manga. Moi, j'ai plutôt le côté, je rentre dedans et un peu le rêveur de la bande, quoi. Mais il fallait quelqu'un qui soit plus compétent que moi sur l'édito et qui soit aussi très compétent sur la partie reversement. Et alors là, moi j'ai vu le mail de Kevin en mode mouton à 5 pattes. Le gars arrive avec une expérience dans les reversements dans le cinéma et en plus passionné de manga, qui s'y connaît 10 fois mieux que moi. J'ai fait ok, tu sais quoi, allez, signe en bas de la page, c'est là. Bien sûr. Je prends une serviette lors de notre premier rendez-vous et je lui dis écoute, vas-y, t'es bienvenu à bord. Ok, je comprends, très logiquement. Ça fait une belle équipe. Très bien. Et il y en a encore 5 autres derrière qui sont très cool aussi. Ouais. Un jour, tu auras l'occasion de les croiser. Pour la petite anecdote, du coup, faut savoir que du coup, à la base, moi, je viens de Toulon. Et sans le savoir, en fait, Romain vient aussi de Toulon, en fait. Et c'est pas une grande ville, et de se dire en fait qu'on se rencontre à Paris sur un projet de travail et qu'en fait on se rend compte qu'on vient tous les deux du même endroit, c'est assez cocasse. C'est une anecdote marrante, effectivement. Et c'est très bien, on va pouvoir clore le profil ici et enchaîner sur pas la genèse, parce que tu nous as déjà un peu parlé lors de ton profil Romain de la genèse, mais voilà, on va pouvoir parler un peu plus de manga.io. Qu'est-ce que c'est que Manga.io? Donc Manga.io, c'est une plateforme de lecture de manga à l'abonnement. On se fixe comme objectif de faire de l'abonnement, tout simplement parce que, selon nous, en tout cas, c'est un peu le chaînon manquant aujourd'hui dans l'écosystème des différents services qu'il y a autour du manga. On considère que il y a véritablement ce manque aujourd'hui qui permettrait aux gens de découvrir des titres en ayant accès à une grande bibliothèque sans avoir à acheter à l'unité chacun de leurs mangas en téléchargement numérique, comme on peut l'avoir sur d'autres plateformes. Donc depuis le début, l'ADN de la boîte, c'est d'essayer de proposer ça, de proposer ce service à l'abonnement qui permette un peu
de libérer notre consommation de manga digital et de rentrer dans un mode plus à la Netflix où finalement tu payes un accès à un service et tu ne consommes pas un produit. Voilà, donc ça, c'est un peu une différence de mindset et ce qui m'amènera aussi après aux autres, un peu ce qui découle de ça, c'est que c'est un changement de modèle économique qui est aussi intéressant à expliquer puisque c'est ça qui est, on va dire, le plus gros frein et la plus grosse difficulté aujourd'hui de mise en place de ce système-là, de ce service, c'est justement la compréhension du modèle à l'abonnement, du modèle économique autour de l'abonnement et le changement par rapport aux habitudes que peuvent avoir les éditeurs aussi bien en France et au Japon. En tout cas, voilà, vraiment le cœur du projet, c'est ça. Après, il y a plein de choses qui viennent autour. Nous, notre objectif, c'est vraiment de permettre aux gens de vivre leur passion du manga en version numérique et de découvrir des histoires qui les font rêver sans limite. Voilà. Alors du coup, petit pitch. Pas mal. Du coup, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir un accès en simultané des sorties des tomes, c'est-à-dire genre, voilà, je parlais tout à l'heure de Spy X Family, voilà, Spy Family sort chez Kurokawa, bim, le tome 1 sort chez vous aussi, ou c'est d'avoir l'équivalent des magazines de pré-pub chez vous, et donc d'avoir le chapitre 985 de One Piece qui sort en même temps que... Alors du coup, je vais répondre à cette question et puis je laisserai aussi peut-être la parole un peu à Kevin, je pense qu'il pourra aussi en dire un peu plus. En fait, il y a plein de choses qui sont possibles avec Manga.io. Il n'y a pas vraiment de limite, on va dire que la seule limite, c'est un peu notre imagination et notre capacité à mettre en place ce qu'on a en tête. Donc, si tu veux, la vision, c'est de dire, on sera en capacité dans quelques années de proposer, ou dans quelques temps, espérons le plus tôt possible, de proposer de la simultrade, donc qui est le tenant, on va dire, légal du Scantrad, communément appelé ainsi. Donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir proposer au même rythme de parution que le Japon, progressivement, des titres en France, comme on fait maintenant dans la vidéo avec le simulcast, notamment sur ADN, Wakanim et d'autres. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir aussi ce fonctionnement-là avec des sorties simultanées avec le Japon. Maintenant, il y a plusieurs freins à ça, puisque nous, on rentre dans un cadre légal, donc on travaille avec les éditeurs français qui eux-mêmes travaillent avec les éditeurs japonais. Et donc, il y a toute une chaîne opérationnelle à respecter pour pouvoir avoir justement cette disponibilité des chapitres en simultané. Il y a plusieurs éditeurs qui s'y sont déjà mis. Et nous, en tout cas dans le discours qu'on a avec eux et la présentation qu'on leur fait, l'objectif est de proposer un output en anglais, en tout cas une interface pour lire ces mangas qu'eux proposent en simultrade aujourd'hui, chacun un peu séparément sur leur propre plateforme. Donc il y a évidemment cette partie-là qui est intéressante, mais c'est pas tout. C'est pas que ça pour nous, Manga.io. Donc évidemment, ça c'est finalement c'est un sujet qui est hyper central, puisque c'est aussi ça qui fait que l'offre de Manga.io sera particulièrement intéressante et pertinente par rapport à des offres pirates telles qu'on peut les trouver aujourd'hui. Mais c'est pas que ça, c'est aussi la valorisation de tout un catalogue, un fonds de catalogue qui aujourd'hui peut revivre en version numérique, et ça je laisserai Kevin en parler un peu plus, et essayer justement de faire découvrir peut-être de nouvelles manières certains titres qui sont déjà peut-être parus entièrement, mais en faisant des rééditions, ce genre de choses. Donc Kevin, si tu veux rajouter un petit bout bref sur un peu le catalogue, je te laisse y aller. Alors, moi je rajouterais même en fait que c'est aussi, tu parlais en fait de sortir par exemple Spy Family en même temps que la sortie physique de Kurokawa. Nous, notre but, en fait, il est pas trop là-dessus, parce que sortir les deux en même temps, je sais pas réellement si c'est le meilleur biais, en fait, pour utiliser la plateforme, mais c'est au contraire, en fait, c'est d'avoir un catalogue qui permettrait, en fait, aux gens de découvrir de nombreux titres, et parallèlement à ça, en fait, aider ou permettre, en fait, à travers, justement, des chapitres ou quoi que ce soit, accompagner, en fait, les sorties physiques. Le but en fait n'est pas de concurrencer en fait les deux secteurs, et effectivement comme disait Romain, en fait il y a des titres qui nous intéressent beaucoup, en fait qu'on aimerait avoir sur la plateforme, et qui sont des catalogues en fait, enfin des titres qui n'ont pas du tout marché en France, qui n'ont pas trouvé leur public. Alors je vais citer juste, j'ai peut-être deux exemples qui me viennent de chez Kana en fait, qui sont des titres en fait que
moi j'ai un peu découvert par hasard, alors que je trouve que c'est des petites pépites, mais c'était Zatch Bell ou Angel Voice en fait, qui sont voilà, qui ont pas trouvé leur public en France et qui ont été très vite en arrêt de commercialisation. Et c'est des séries qui pour moi en fait ont bercé en fait plutôt m'ont accompagné sur de nombreuses heures de lecture, et sur lesquelles en fait j'ai eu un accompagnement émotionnel. Je pense que voilà, je pense que certaines personnes pourraient trouver, enfin je pense qu'il y a un public qui pourrait exister, mais qu'aujourd'hui on se retrouve sur un marché où il y a de plus en plus de titres, où c'est beaucoup plus compliqué en fait qu'il y a 20 ans en fait d'acheter des mangas, parce que en fait il y a tellement de titres qui sortent que c'est comme acheter des DVD ou aller au cinéma. En fait, on a tellement de choix qu'on ne sait plus quoi prendre. Et c'est justement en fait de valoriser ça par un autre biais qui permettrait de mettre en avant en fait des titres qu'on oublie, tout simplement. D'accord, ok. Ouais. Il y a vraiment plein de choses qui sont possibles. On va dire que c'est un peu en fonction des discussions qu'on a aussi avec les éditeurs qu'on fait évoluer la proposition, avec quand même comme vision globalement de proposer un catalogue très large, très riche, qui permettent à chacun de trouver un peu chaussure à son pied, et qui permettent aussi un peu de favoriser cet effet de sérendipité, tu sais, le côté, finalement, comme tu as un accès à un service où on va te faire des recommandations et tout, tu vas pouvoir facilement découvrir du contenu, chose qui est peut-être plus difficile quand tu es dans une dynamique d'achat à l'acte, où tu vas t'orienter vers des trucs que tu connais. Là, avec l'accès à une bibliothèque telle qu'on te propose, tu peux découvrir des choses, on peut te faire des recommandations, des suggestions d'amis, des listes de lecture que tes potes te partagent, etc. Donc on peut vraiment réinventer aussi l'expérience globale de lecture numérique en accompagnant à la fois le catalogue de nouvelles fonctionnalités qui favorisent en fait cet effet-là de découverte. Donc tout est un peu possible. Ok. Alors du coup, tu parlais tout à l'heure de toute la chaîne de choses qu'il faut respecter. Justement, c'est quoi les plus gros freins actuellement, parce que tout à l'heure, Romain, dans ton parcours, tu disais, quand tu es tombé sur l'annonce, tu te dis enfin, tiens, il y a quelqu'un qui le fait, il fallait avoir l'idée. Mais bon, honnêtement, il y a déjà eu des tentatives avant, hein. C'est une très bonne idée, Manga.io, c'est pas la question, mais pas les premiers à l'avoir eu, vous vous en doutez, et juste ça n'a jamais réussi à naître ici. Donc c'est quoi pour vous les plus gros freins, et qu'est-ce qui vous fait penser que vous allez réussir? Je mets un peu les pieds dans le plat, hein, mais bon. Non, mais tu as raison, je pense que c'est une excellente question. Alors les freins principaux, je pense qu'il y en a plusieurs. Je vais essayer de commencer dans l'ordre. Je pense que le premier, ça a été déjà l'appréhension autour du modèle à l'abonnement. Donc là, tu peux avoir une appréhension à la fois du côté français et du côté japonais. Disons que c'est un modèle qui a fait ses preuves dans certaines industries, avec plus ou moins de succès dans certains cas, qui aujourd'hui est complètement accepté au niveau du consommateur, mais qui, dans certains domaines comme dans le livre, est plus difficile à accepter du côté des producteurs de contenu et des distributeurs. On le voit, hein, aujourd'hui, il y a très peu d'offres de lecture de livres en général à l'abonnement. Je peux en citer un qui est Books, mais il n'y en a pas tant que ça en fait de vraiment dispo. Et dans la plupart des cas, ils ont principalement des magazines qui ont déjà réussi ce basculement vers un modèle à l'abonnement, mais très peu de bandes dessinées ou très peu de mangas. Donc le premier frein, c'est un peu ce frein-là sur la compréhension et cette volonté de porter le sujet de l'abonnement et de proposer un service qui ne considère pas le livre comme étant un produit, mais qui considère un service dans son ensemble et une expérience de lecture plus que vraiment le produit en lui-même. Donc ça, c'est vraiment un changement, on va dire, presque de paradigme pour quelqu'un qui est un éditeur. C'est déjà assez compliqué puisque ton métier, c'est d'éditer un livre, donc d'éditer un produit. Et là, on te dit, en fait, tu travailles des histoires, ton métier, en fait, c'est de raconter de la meilleure manière possible, en tout cas de transmettre ces histoires-là et de les proposer à travers une expérience que nous, on crée sur la plateforme. Donc, c'est un changement un peu de perception de ce qu'est finalement ce livre-là, de ce qu'est une licence et comment tu l'as fait vivre en version numérique. Mais c'est aussi une manière de complémenter l'offre physique et l'offre numérique. Donc, tout ça, c'est la manière dont on le présente, et du coup, pour faire sauter, entre guillemets, ce premier frein, c'est d'être convaincant et de montrer que, justement, il y a quelque chose à faire là-dessus et qu'on a la capacité de le faire, nous, technologiquement, et avec les expertises des membres de l'équipe, on a la possibilité de proposer une offre
de service qui est vraiment hyper cool, qui plaira beaucoup aux lecteurs et donc qui va permettre de valoriser le contenu qui est proposé par les éditeurs. Donc ça, c'est le premier frein et un peu la manière dont nous, on aborde ce sujet-là. Ce frein-là, il se retrouve aussi au Japon et ça, c'est un frein qui, du coup, est aussi difficile à traiter puisque au Japon, aujourd'hui, en version, que ce soit en numérique ou en papier, le modèle d'achat à l'acte est un peu ce qui fait monnaie courante, on va dire, là-bas. Donc, Absolument, oui. un marché qui est énorme au Japon, hein, c'est plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, donc c'est monstrueux. Il y a plus de 52% maintenant qui est fait en numérique et principalement à l'achat à l'acte. Sauf que le marché japonais est très différent du marché français et que dans les pays occidentaux, c'est pas notre culture, le manga, c'est quand même quelque chose qui a été importé. Et la consommation de manga, on le voit très bien avec les Jump par exemple, est très différente en France qu'au Japon. Et du coup, justement, cette différence-là culturelle et puis cette différence de service, puis même une différence culturelle fondamentale dans on va dire, dans la culture occidentale par rapport à la culture japonaise, fait que, en tout cas, nous, on pense que ce modèle à l'abonnement fait sens pour le marché occidental, plus que le modèle d'achat à l'acte qui existe déjà depuis plusieurs années et qui peine à démarrer puisqu'on est à peine à 1,5% et des bouettes du marché global du manga sur la vente de manga numérique à l'acte. Donc nous, ça c'était pareil sur un des éléments de réponse que moi j'apportais auprès des éditeurs japonais et qui est porté aussi par les éditeurs français qui sont intéressés par ce projet-là, c'est justement de dire le marché du manga en France est différent du marché du manga au Japon, les habitudes de consommation sont différentes, on a aujourd'hui accès à des offres de services à l'abonnement qui sont très bien implémentées, qui marchent très bien, qui plaisent beaucoup et qui séduisent beaucoup les consommateurs français, ce qui du coup est un argument de poids pour défendre ce type de solution. Et le dernier argument qui va dans ce sens-là, c'est qu'il y a énormément de piratage à l'international, qui est un gros sujet, justement, et qui reflète aussi quelque part un manque d'une offre numérique qui permette de lire plus largement du manga et de découvrir des choses avant de l'acheter en papier, par exemple. Il y a plein de choses, en fait, si tu veux, qui vont un peu dans cette direction-là, qui fait qu'effectivement, c'est pas un projet ou une idée qui est révolutionnaire. Là où il faut être très très bon, c'est dans l'exécution, dans la capacité à convaincre déjà, donc aussi bien en France au Japon, à rassembler, puisque nous, notre objectif, c'est de rassembler un large catalogue, donc il faut convaincre tous les éditeurs, ou en tout cas la plupart des éditeurs français, de se joindre à nous pour défendre aussi ce sujet-là auprès des éditeurs japonais qui, derrière, vont accepter de déployer ce type de modèle qui n'existait pas jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est beaucoup d'énergie et beaucoup de temps que nous, on accorde à ce sujet-là. Et en fait, la meilleure manière de prouver ça, c'est un peu ce qu'on a fait à travers la bêta. C'était de montrer qu'on était capable, de rassembler une équipe, de lever des fonds, donc montrer qu'on était sérieux et qu'on pouvait être accompagné par des professionnels, on va dire, dans différentes industries qui sont des experts dans leur domaine. Donc on a des business angels qui viennent de Netflix, de Magellan et d'autres plateformes de distribution de contenu par Internet. On a quelqu'un qui vient de chez Allociné, etc. Donc c'est des gens qui sont très experts dans leur domaine. Donc on est accompagné par ce type de personnes. Et après, derrière, de montrer qu'on est capable d'exécuter avec justement le déploiement d'une plateforme très propre, très qualitative et qui répond vraiment 100% aux attentes des lecteurs aujourd'hui de manga numérique. Et c'est ce qu'on a fait à travers la bêta. Donc petit à petit, si tu veux, ces freins-là, on les fait, on essaye en tout cas avec de plus en plus d'arguments de les déverrouiller et de montrer qu'on maîtrise notre sujet, qu'on sait de quoi on parle, qu'on comprend les attentes des lecteurs, qu'on comprend la communauté des lecteurs aujourd'hui qui se tournent vers des solutions principalement illégales en fait, et qu'on a cette capacité à fédérer à la fois la communauté, donc à travers un service qui se veut très qualitatif, qui est la bêta, et de montrer qu'on a aussi cette capacité à être très sérieux et très crédible en tant qu'entreprise, et donc on ne va pas faire un feu de paille et qu'on est là pour rester. Et donc petit à petit, si tu veux, étape par étape, on construit ce rapport, pas de force, mais une sorte de rapport de discussion avec les éditeurs, aussi bien en France et au Japon, pour pouvoir faire péter ces freins-là. Ça prend du temps. Ouais. Après, nous, on est conscient qu'on est sur un modèle qui est assez nouveau dans cette industrie-là, qui a encore ces freins culturels dont je parlais, et les différents freins. Donc ça prend du temps de changer un peu ça. Mais on voit aussi arriver de plus en plus aux États-Unis et dans d'autres pays des offres qui suivent ce modèle à l'abonnement. Donc on a vu Mangamo, par exemple, qui a été lancé aux États-Unis avec une offre à l'abonnement, soutenue par Kodansha
directement sur le sol américain. On a vu Shueisha qui a lancé l'offre Jump Plus, ou je sais plus quel est le nom de leur application. Manga Plus. Non, il y en a deux. Ah oui, oui. Ouais. Il y a Jump qui a été lancé à $2 par mois aux États-Unis, et il y a Manga Plus qui a été lancé en anglais, en espagnol. C'est ça. Pour les 3 premiers chapitres et 3 derniers chapitres gratuitement. Mais tu peux t'abonner sur Manga Plus aux US a priori. Ouais, mais c'est ça. Alors peut-être qu'ils ont fusionné les deux maintenant, mais en tout cas il y avait à l'époque deux offres distinctes. Ouais. Et du coup, en tout cas, c'est en train de se développer. On voit dans différents pays que cette offre à l'abonnement est en train de se développer, en train d'arriver. Et en fait, on est quand même un des très gros marchés. On n'est plus le deuxième plus gros marché de lecture de manga dans le monde. On fait, entre guillemets, paix à notre âme sur ça. Il faut qu'on accepte. On n'est plus le deuxième. C'est les États-Unis qui sont passés deuxième. Et effectivement, l'Amérique du Nord. Il y a le Canada. C'est un petit inclus le Canada, effectivement. Et du coup, voilà. Donc nous, on pense que ce sujet-là est un sujet qui peine, si tu veux, à se développer, mais pourtant, quelque part, je pense que beaucoup de gens dans l'industrie le savent, c'est un peu le sens de l'histoire, c'est-à-dire qu'on sait qu'à un moment ou à un autre, il va falloir que ce type d'initiative se développe et arrive, et donc nous, on essaye à notre humble niveau et avec notre expérience et ce qu'on a réussi à faire, à montrer que c'est possible, et donc petit à petit, on arrive à montrer que c'est le cas. Voilà. Mais alors du coup, vous n'avez pas peur, parce que je veux dire, effectivement, c'est intéressant, tout le travail que vous faites pour convaincre les éditeurs français et les éditeurs japonais qui sont le plus gros frein à ceci. Est-ce que vous n'avez pas peur que tout ce travail, ça ne serve pas plutôt à vos concurrents? Parce que je veux dire, on a déjà Isneo, par exemple, qui est déjà là depuis longtemps et qui est fait à la base, qui est un regroupement des éditeurs directement. Donc, ils ont peut-être intérêt à travailler directement avec cette plateforme, d'une part. Et puis, mine de rien, tu parlais dans la VOD, justement, d'ADN et de Crunchyroll. Crunchyroll ayant racheté ADN et Crunchyroll aux États-Unis faisant déjà de la distribution de manga en numérique, est-ce que tu n'as pas peur, justement, qu'ils se disent, en fait, ouais, c'est une bonne idée, on va le faire, en fait, on va intégrer le manga dans notre offre? Il y a deux éléments, en fait, là-dedans, dans ce que tu dis, qui est très vrai. Et en fait, c'est en lien avec la question d'avant. Parmi les freins qui peuvent motiver aussi le monde éditorial, par rapport à ce qui était ta question d'avant, le fait d'avoir un nouvel acteur qui arrive et qui veut un peu digitaliser d'une manière un peu plus vertueuse ce monde-là, ça pose aussi des questions où on sait que on a des éditeurs qui peuvent se dire ouais, mais est-ce qu'on ne va pas créer un monstre quelque part avec des gens qui vont directement aller acheter les droits au Japon, qui vont court-circuiter le circuit éditorial français. Bien sûr, et qui va creuser notre propre temps. Ce qui, nous, n'est pas du tout notre intention, puisqu'en fait, on veut utiliser l'expertise de marché des éditeurs français qui font ça très bien pour apporter des titres de qualité. Et en fait, notre intérêt, c'est pas du tout de les court-circuiter, nous, on veut juste apporter spécifiquement sur le marché numérique une monétisation qui soit vertueuse où les ayants droit sont rémunérés. Donc ça, c'est un point. Et là où il y a un lien avec ce que tu dis, c'est que effectivement, il y a aussi une menace un peu qui est potentielle, c'est que des groupes qui vont être beaucoup plus grands et beaucoup moins scrupuleux que nous à travailler avec les éditeurs japonais, avec les éditeurs français, peuvent se dire on va prendre le troisième marché, il y a des sous à se faire, et on va aller directement parler aux japonais et construire quelque chose. C'est possible, ça c'est quelque chose qui serait ni avantageux pour le monde éditorial français, ni pour nous. Ouais, bien sûr, C'est pour ça que nous, nos arguments, c'est vraiment de construire ça avec la communauté française de manga, pour dire on réunit tout le monde autour de notre passion, parce que les lecteurs, ils attendent quelque chose, et c'est pour ça qu'on a aussi on a notre Discord à côté, qu'on est très attentif à voir les retours des gens, c'est pour ça qu'on a fait une bêta qui était fermée, pour avoir des retours qualitatifs et pouvoir mettre à niveau notre plateforme pour ça. Et on pense que il y a une approche qui peut être, on va dire, du haut vers le bas, donc qui va être une approche strictement financière par des grands groupes, et il y a une approche qui peut être beaucoup plus horizontale, beaucoup plus démocratique en fait, et collective, où on va réunir une communauté autour de ce qu'on fait, en disant voilà, prenons conscience qu'il y a un problème, construisons ça ensemble, on a besoin des lecteurs, on a besoin des éditeurs, et c'est pour ça que nous on pense que ça pourrait marcher, parce qu'il n'y a pas une volonté agressive de détruire un système, mais au contraire de le rendre plus solide. C'est par rapport à ça. Et par rapport à Isneo, je pense que c'est aussi relié. Isneo a bien sûr d'énormes qualités. Après, ils sont plutôt spécialisés en
l'achat à l'acte. Oui, ils ont un abonnement, mais ils sont spécialisés clairement sur l'achat à l'acte, bien sûr. Qui, d'après nous, ne répond pas en fait, au comportement. On a fait pas mal d'études sur ce sujet, et d'après les études qu'on a fait, c'est assez clair. On a à peu près une dizaine de pourcents de lecteurs de manga qui peuvent passer par l'achat à l'acte et qui l'utilisent comme une solution. Et on a 82% des lecteurs qui estiment qu'une solution à l'abonnement serait la bonne solution, qu'ils attendent cette solution. Donc, on a un écart qui est absolument... Bien sûr. Pour répondre un peu à la question que tu posais, est-ce qu'on a peur qu'Isneo le fasse? En soi, si un jour quelqu'un d'autre se met à le faire, il n'y a pas d'exclusivité dans l'abonnement, donc il n'y a pas de souci. Du moment que quelque part on répond à la problématique qu'aujourd'hui on a sur le marché, moi j'ai pas de velléité particulière, si tu veux, à ce que quelqu'un d'autre le fasse. Nous, notre objectif, c'est d'être les meilleurs. Donc on n'a pas de... Si tu veux, c'est normal, hein, la concurrence est parfaitement normale. Et c'est très bien, en fait, quelque part. Ça veut dire que justement, il y a un marché à développer et il y a des tentatives. On ne sera pas les seuls à défendre ce sujet-là, donc tant mieux, parce que moi, tu vois, pendant 2 ans, j'ai porté un peu mon étendard sur le sujet de l'abonnement, et je sais que c'est un sujet qui est intéressant pour d'autres acteurs. Donc au moins, si on n'est pas les seuls à défendre, peut-être qu'il y a plus de chances que ça réussisse, donc tant mieux. Après, c'est de bonne guerre. Notre objectif, c'est d'être les meilleurs, de proposer l'application qui répondra le mieux aux attentes des consommateurs, avec une expérience de lecture qui est la meilleure possible. Je pense qu'aujourd'hui, si on a réussi à montrer quelque chose avec la bêta, c'est qu'on a une expérience de lecture qui est très très bonne. En tout cas, on a été très salué par nos premiers utilisateurs. Donc, a priori meilleur que celle d'Isneo, et c'est pas moi qui le dis, mais semblerait-il le cas. Mais après, si tu veux, sur les autres points par rapport à des acteurs comme Isneo, nous, notre objectif, c'est d'être vraiment 100% manga, donc c'est déjà une grosse différence. Bien sûr, on a, si tu veux, cette vision-là qui est que le lectorat manga est assez différent, bien qu'il puisse lire des comics et des BD, est assez différent, a des codes qui sont assez différents, et l'ensemble des fonctionnalités qu'on pense, nous, sur la plateforme et qu'on a envie de déployer répond justement à ces codes qui sont les codes de la communauté manga, et beaucoup plus que celle de la communauté des lecteurs de BD ou des lecteurs de comics. Et donc on a cette envie d'être vraiment 100% manga, de ne pas proposer de BD et de comics pour rester dans cet univers-là et travailler le mieux possible l'expérience. Donc ça, c'était un des éléments de réponse. Par rapport à la question de la concurrence d'Isneo, peut-être qu'Isneo du coup se faufilera aussi si nous on y arrive, et qu'ils arriveront avec une offre très intéressante, parce qu'effectivement c'est un GIE avec des éditeurs. Par contre, il n'y a pas tout le monde, et je sais que ça a posé problème historiquement justement avec la structuration d'Isneo. Donc peut-être que nous on a plus de chances d'y arriver, justement parce qu'on n'est pas coloré à l'heure actuelle. Donc ça fait partie des éléments pour expliquer nous notre point de vue, si tu veux, notre positionnement par rapport à Isneo, et s'ils y arrivent aussi, écoute, tant mieux. C'est-à-dire que le marché évolue et que globalement il y aura de plus en plus d'offres de lecture numérique, et ça ne peut être que bénéfique à mon sens pour ça. Et après, pour répondre par rapport à Crunchyroll, effectivement Crunchyroll c'est un très bel acteur, franchement ils sont solides. Nous, on pense aussi qu'on peut proposer une expérience de lecture numérique vraiment en étant spécialisé sur la lecture numérique qui sera meilleure que ce que peut proposer Crunchyroll, puisque Crunchyroll est quand même majoritairement focalisé sur de l'animé, donc ils ont quand même une expérience globalement qui est spécialisée sur de l'animé. Il n'y a pas énormément de titres de manga qui sont disponibles sur Crunchyroll à l'heure actuelle. Après, ils pourraient tout à fait élargir leur catalogue, mais ils auraient quand même cette difficulté-là à faire coexister deux supports, si tu veux, qui sont radicalement différents, avec une même expérience. Donc nous, on a cette volonté-là d'être la plateforme la meilleure possible dans la lecture de manga numérique. C'est déjà un énorme boulot. Donc peut-être qu'un jour, Isneo ou Crunchyroll viendra toquer à notre porte en disant écoutez, on est intéressé par ce que vous faites, est-ce qu'on peut vous racheter? Et on leur dira écoutez, peut-être ou peut-être pas, on verra à ce moment-là. Ce sera un problème qu'on traitera à ce moment-là. Mais non. En gros, l'idée, on a, si tu veux, moi, la concurrence ne nous effraie pas plus que ça. On pense que dans tous les cas, c'est un sujet qu'il faut défendre. On le fera du meilleur dans le meilleur de nos capacités, et on essaiera en tout cas de montrer nous ce qu'on a en tête. Je pense que l'important, c'est pas d'être effrayé par la concurrence, mais c'est de penser à ce que nous, on a envie de proposer comme service et d'aller à fond avec. Ouais. Voilà. Très bien. Justement, depuis tout à l'heure, vous d'ailleurs parlez beaucoup
de l'expérience utilisateur et de la qualité de l'offre, justement, enfin de l'expérience, voilà, pour vos lecteurs. Est-ce que vous voulez un peu détailler les différentes fonctionnalités? Qu'est-ce qui fait pour vous que Manga.io c'est une belle solution et elle est promis un brillant avenir? Quelles sont les fonctionnalités majeures pour vous? Alors en fait, ce qui serait hyper cool, ce serait de montrer, je pense, la plateforme en même temps. Mais oui, vas-y. De toute façon, au pire, je ferai probablement un incruste, mais vas-y, comme tu as ta tablette, tu peux. Je la montre sur l'iPad. Ouais. Soit on fait un partage d'écran. Je sais pas ce qui est le mieux pour. Oh bah fais un partage d'écran alors, ouais, carrément. Ok, alors, je vais lancer le truc. Hop. Alors, tac, tac. Donc là, tu es connecté sur Manga.io en tant qu'utilisateur, avec en haut une bannière de mise en avant éditoriale qui nous permet de mettre en avant du coup des titres qu'on a rajoutés récemment ou des titres qu'on a envie de proposer en avant-première ou davantage mis en avant en tout cas auprès des utilisateurs. En dessous, tu as des encarts de collection qu'on crée nous en interne qui permettent justement de découvrir du contenu de manière un peu différente que par des thématiques qui sont comme des thématiques que tu verras en dessous. Donc là, on a voilà, la série des titres qui sont plutôt dans la collection intergalactique, Feel Good, etc. Tu as plusieurs collections comme ça. En dessous, tu retrouves les dernières sorties sur les 4 derniers jours. Donc là, il n'y en a pas beaucoup, dommage, parce que sinon c'est plus sympa, il y en a plus là. Bien sûr, ouais. Vous voyez ici toutes les sorties sur les 4 derniers jours. Ici en dessous, c'est ce qu'on appelle des cards de découverte, donc qui permettent de voir le synopsis aussi d'une série qu'on présente sur la plateforme. Donc là, tu retrouves par exemple Eigamon, qui est un titre qu'on a rajouté il n'y a pas très longtemps, Gunza et d'autres, All Boy, etc. Et donc là, tu as directement accès au synopsis du titre qui est disponible sur la plateforme. Après, tu as des lignes qui sont des lignes thématiques, un peu comme les gens peuvent avoir l'habitude sur Netflix ou sur d'autres sites, donc avec des lignes classées par thème. Donc, par exemple, les thrillers, les mangas d'aventure. Ici, une mise en avant qui est sur un manga spécifique où tu peux découvrir du coup le style graphique de l'œuvre avec une mise en forme qui est un peu particulière. Donc là, on a par exemple Old Boy qui est mis en avant. Et après, pareil, des lignes thématiques, etc. pour te permettre de découvrir tout ça. Et en dessous, on a mis en place un système de pages au hasard qui va prendre une page du premier chapitre de chacun des mangas et aussi un système de citation qui permet de découvrir des œuvres de manière un petit peu plus aléatoire. Donc là, tu vois le style graphique et tu te dis, ah bah tiens, ça me plaît, j'ai envie de regarder. Donc voilà. Après, je peux te montrer, si tu veux, une page de présentation d'un manga. Donc là, je vais aller sur Old Boy, par exemple. Donc là, on arrive sur la page de présentation du manga avec toutes les informations sur la publication actuelle. Donc là, la publication est en cours en France, l'éditeur français, l'auteur, le synopsis et la description, les auteurs japonais, l'éditeur japonais d'origine, l'éditeur français, les titres alternatifs. Tu retrouves aussi les publications papier. Donc là, par exemple, il y a la publication numéro 2 qui est sortie, qu'il faut qu'on rajoute justement. Donc là, tu la retrouveras ici. Ça te permettra de voir les différentes publications papier. Quand tu cliques dessus, tu vois la disponibilité. Après, tu vois le prix. Et quand tu cliques sur Bubble, ça te dit si c'est disponible en librairie, dans les librairies de proximité à côté de chez toi. Okay. Donc il y a vraiment cette idée de proposer, si tu veux, une expérience de lecture numérique qui vient complémenter la dynamique un peu de collection que tu peux avoir quand tu achètes des mangas papier. Ici, sur la partie à droite, tu vas retrouver tous les chapitres qui sont disponibles sur la plateforme, avec aussi les dates de parution des prochains chapitres. Donc là, tu vois les petites parties qui sont grisées, ça t'indique que tu vas avoir des nouveaux chapitres qui vont paraître. Tous ceux qui sont grisés, ce sont des chapitres que j'ai lus, et les chapitres qui sont en blanc sont des chapitres que j'ai pas encore lus. Et ça t'indique en haut le chapitre auquel tu t'es arrêté, donc comme ça, tu peux très facilement reprendre. Donc là, si par exemple je clique dessus, là, ça va prendre un peu de temps pour charger parce que je me suis mis en 4G, mais ça devrait aller. Donc voilà. Donc là, je suis par exemple en mode page à page. Donc là, tu tournes les pages comme ça, de droite à gauche, un peu classiquement, comme tu lis sur n'importe quel appareil. Bien sûr. Ensuite, tu peux changer la qualité, donc tu peux passer aussi en HD. Bon là, je vais pas le faire pour la démo, mais en gros, tu peux changer pour passer en HD. Donc là, tu as des fichiers qui sont vraiment beaucoup plus précis et nets, même si la qualité optimisée est déjà très bonne. Ouais, ça te permet en fait, soit tu choisis une version optimisée et donc ça va plus vite pour la navigation, soit tu veux pouvoir zoomer et regarder les petits détails, quoi.
Ouais. Après, je te montrerai quand même le zoom quand tu es en optimisé. C'est quand même très très propre. Hein. Globalement, même en mode optimisé, c'est très bon. On a développé des algorithmes de compression des images qui sont très performants, donc on a des fichiers qui sont très propres. Okay. Ensuite, tu as ici le mode double page, donc là pour pouvoir lire de manière très confortable en mode double page, comme ça. Tac, tu peux passer en mode scroll, donc ça je sais que c'est des choses que font beaucoup les gens sur mobile notamment. Bien sûr, oui. De lire en scroll comme ça. Et après sinon tu peux passer, si j'arrive à cliquer dessus, voilà, en mode pellicule, qui est un mode aussi qu'on a développé pour permettre aux gens de lire de manière très confortable sur un écran d'ordinateur ou sur une tablette en mode paysage. Et donc là tu tournes les pages comme ça, donc c'est assez cool, surtout quand tu arrives sur des doubles pages. Ouais, là, la double page, elle claque, quoi, parce que tu arrives, tu la vois s'afficher progressivement, c'est hyper propre, c'est très sympa. Après, en haut, tu as la barre de complétion de ta lecture, donc ça t'indique où est-ce que tu en es. Et quand tu es à la fin de ton chapitre, tu as un indicateur qui t'indique que tu es arrivé à la fin. Donc après, si je ferme le lecteur, donc je reviens en arrière, là, ça me dit justement où je me suis arrêté. Et donc là, ça retient bien que je me suis arrêté à la page 21 du chapitre 13. Et donc là, tu vois tout de suite que tu peux très facilement reprendre. Et si, par exemple, je retourne sur la page d'accueil, j'ai un petit onglet qui est disponible à tout moment de toute façon sur ma navigation, qui permet de retrouver les chapitres où je me suis arrêté. Donc là, j'ai toutes mes lectures qui sont accessibles avec justement cet outil qu'on appelle l'outil de reprise de lecture. Donc c'est assez simple. Il n'est pas brandé incroyable, c'est l'outil de reprise de lecture. Voilà. Et donc, tu as ici tous les chapitres que tu as commencé à lire sur la plateforme qui sont directement accessibles et tu vois les pages où tu t'es arrêté. Donc là, j'ai commencé à lire Baron, je me suis arrêté à la page 7. Et donc, tu peux très facilement reprendre à tout moment sur ton téléphone, ta tablette, ton ordinateur. On retient en fonction de là où tu t'es arrêté, quel que soit l'outil. Enfin, quel que soit l'appareil que tu utilises. Et pareil, dans les petites features sympas, bon, tu as la recherche qui est assez classique. Je peux te montrer. Mais, voilà, donc, tu as un système de recherche par catégorie, par nom, etc. Et un système de gestion de ta bibliothèque qui va être amélioré quand même assez grandement dans les prochaines versions de l'application pour proposer des nouveautés aux utilisateurs. Voilà un peu pour les fonctionnalités clés de la plateforme. Si tu veux, pour répondre aussi à ta question tout à l'heure, qu'est-ce qui fait un peu la force de l'application? Je pense qu'on a développé une ergonomie qui est assez épurée et très simple pour permettre à l'utilisateur de trouver, de découvrir des titres assez facilement sur cette application. On s'est inspiré évidemment des meilleurs aujourd'hui, en tout cas des plateformes qui cartonnent au niveau de la découverte de contenu, de la distribution de contenu multimédia. Donc il y a plein de plateformes qui ont ce type de design. Et après, dans les autres grosses fonctionnalités qui sont très pratiques, il y a l'outil de reprise de lecture, justement, ce fameux. On n'a pas trouvé de nom incroyable, on peut l'appeler le continuity reading, c'est peut-être un peu plus vendeur. Mais voilà, donc il y a cet outil-là qui est très cool, qui permet de facilement reprendre ta lecture, quel que soit l'appareil que tu utilises. Ça, c'est vrai que moi, c'est un truc que j'utilise beaucoup, puisque rien qu'en switchant, le soir, je suis sur mon iPad quand je lis. Quand je suis dans le métro, je suis plutôt sur mon téléphone portable. Donc c'est vrai que c'est très pratique, parce que tu peux facilement switcher de l'un à l'autre. Et après, je trouve que globalement, ce qui est très cool aussi, c'est l'interface qui est complètement adaptative. Donc tu peux l'enregistrer sur ton téléphone ou sur ta tablette comme signé, et elle s'affiche comme si c'était une application. Elle s'adapte en mode paysage et en mode portrait, donc il n'y a vraiment aucun problème au niveau de usability, on va dire, de cette application sur les différents terminaux, donc c'est très très cool. Et les thèmes, ah oui, c'est vrai que je ne t'ai pas montré, mais on peut changer de thème. Tu peux passer de thème light à thème dark. Oui, donc tout à fait, un thème jour et un thème nuit, qui est quand même très très cool, qui permet justement pour ceux qui sont des aficionados du thème dark, comme moi par exemple, de ne pas se brûler les yeux avec des fonds blancs trop. Non, effectivement. Il y a plein de trucs comme ça. Pour le coup, moi, je suis configuré en thème clair, j'avais pas fait gaffe, et là, je viens de voir sur ta démo en thème sombre, je me suis dit, je vais peut-être switcher. C'est ça. Donc, tu peux le faire, et tu peux switcher aussi HD, SD. Enfin, il y a pas mal de petites fonctionnalités où on a essayé quand même de mettre beaucoup d'attention à ce qu'on mettait au niveau du lecteur, puisqu'on sait que c'est le cœur de l'expérience de l'application. Donc, on veut que le lecteur soit le plus performant possible. Et puis, on a continuellement des améliorations qu'on lui apporte sur pas mal d'éléments. Donc voilà. Et puis pas après, mal. Il y aura un truc qui arrivera après.
Ce qui m'amène à la question suivante, mais je crois qu'il y a plus ou moins la réponse qui est indiquée sur votre site, si je me souviens bien, sur le petit graphique qui fait la montagne qui monte là, avec les étapes. Ah mais j'ai fait mes devoirs. Hein. Mais donc oui, tu te disais toi, mais c'est un site là, voilà. Même si on peut le mettre en signet et que du coup il s'affiche ensuite comme une app, c'est un site. Est-ce qu'il y a une application qui est prévue, une application en natif pour les mobiles et tablettes? Ouais, elle est prévue. Là, on est justement en train de travailler sur les designs de l'application mobile et de caler le lancement de l'application mobile dans notre roadmap, parce qu'on a pas mal de choses à faire évoluer déjà sur le site et ensuite développer l'application mobile. Donc, on est en train de travailler dessus. Ok, et ce qui m'amène à la question suivante, parce que donc du coup on est d'accord qu'actuellement le site, pour pouvoir bénéficier du service en permanence, en dehors de s'abonner, il faut en plus avoir en permanence une connexion. Il n'y a pas de mode offline. Alors pas pour l'instant, puisqu'en fait avec un site internet tu peux pas proposer de mode hors ligne sans que ce soit. Alors peut-être il y a des techniciens extrêmement compétents qui me diraient le contraire, mais en tout cas à notre connaissance c'est compliqué de proposer un système de téléchargement sécurisé qui sauvegarde si tu veux le fichier dans ton application. En tout cas en mode ce qu'on appelle PWA ou en web app. Donc il te faut une app native pour ça, pour te permettre de sauvegarder localement sur ton application les fichiers et de les avoir du coup en mobilité même si tu n'as pas l'internet. Donc ça fait évidemment partie des gros sujets qu'on a pour l'application mobile et des fonctionnalités clés qu'on veut développer justement pour cette application. Oui, parce que clairement, surtout en France où l'accès à la data en mobile est très aléatoire, hein, et même en agglomération d'ailleurs, c'est vrai que je pense que c'est un truc un peu clé. Et est-ce que ça, c'est pas un frein justement avec les éditeurs japonais? L'idée de leur dire « Ah, mais vous savez, les gens, ils vont pouvoir télécharger ». Alors non, puisque on n'est pas sur du téléchargement définitif. Donc ça, il y a une très grosse différence avec des systèmes de paiement à l'acte, par exemple, ou enfin d'achat à l'acte. Tu n'es pas du tout sur un téléchargement définitif d'un fichier. Tu es sur un enregistrement hors ligne dans une application sécurisée où tu n'as pas accès aux fichiers sources. Donc c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir télécharger derrière et de hacker le truc et de récupérer le fichier. Et ça, ils le comprennent. Ouais, ça, ils le comprennent et c'est très différent quand même de cette idée d'un téléchargement définitif que tu peux trouver sur les applications de téléchargement à l'acte. Et qui plus est, on serait certainement sur un enregistrement temporaire qui serait limité à une certaine durée dans ton téléphone, parce que tu n'as pas besoin non plus d'avoir accès à toute ta bibliothèque de manga ad vitam aeternam dans ton téléphone. Bien sûr. Mais je vais avoir une petite question un peu pour toi. Comment ça fonctionne? À quel point c'est un casse-tête l'idée de la rémunération des auteurs? En gros, il y a plusieurs modèles de rémunération qu'on a développé avec Kevin pour justement réussir à couvrir, on va dire, un panel large de situations possibles. Les deux modèles de rémunération les plus utilisés, c'est un modèle de rémunération qu'on appelle le revenu sharing, ou en français le partage de revenus. Donc c'est ce que disait Kevin, qui est un modèle qui est au prorata de la lecture, et du coup tu rémunères l'éditeur avec un taux de royalties qui est décidé en amont en fonction du nombre de lectures qu'il y a sur la plateforme. Donc en général, nous, le taux de royalties est autour de 70% pour l'éditeur. Okay. Et après, il y a un autre cas qui est du coup le cas de la rémunération qu'on appelle en flat, donc en fixe, où là, tu viens acheter des droits d'exclusivité sur un catalogue en streaming exclusivement. Et là, c'est un modèle qui est un petit peu différent puisque tu payes un montant fixe, un peu comme tu peux l'avoir dans le cinéma. Ça, c'est un modèle qui est aussi juridiquement possible en France pour développer ce type de solution et qui fonctionne bien pour un catalogue qui est peut-être un peu plus ancien, qui est moins populaire, etc. et qui permet à l'éditeur d'avoir une avance, en tout cas d'avoir un cachet tout de suite, plutôt que d'attendre une lecture sur la plateforme et de prendre quelque part à la fois un risque sur le niveau de lecture, puisque tu n'as pas de garantie que le titre sera beaucoup lu sur la plateforme. Et en même temps, tu as aussi un potentiel de gain qui est assez élevé quand tu es dans le cadre du revenu sharing. Et du coup, tu n'as pas quand tu es en flat, puisqu'à ce moment-là, tu as l'ensemble des droits qui te sont versés en amont. Donc voilà, il y a un peu ces deux modèles-là qu'on fait vivre en fonction du type de série et de l'éditeur avec lequel on discute. Mais ça permet de ventiler, on va dire, globalement le catalogue et justement de faire face à ce que disait Kevin tout à l'heure, qui est tout à fait juste, qui est la complexité qui fait qu'aujourd'hui des titres d'un même éditeur japonais sont séparés sur plusieurs éditeurs français. Donc nous, on a essayé
dans la mesure du possible, de standardiser nos offres, que ce soit le plus clair possible et qu'on propose quand même quelque chose d'assez simple aux éditeurs français. Et on fait la plupart du travail de notre côté au niveau des calculs de reversement. Donc c'est quasiment tout automatisé. On sait exactement combien de fois des chapitres ont été lus, combien de fois les séries ont été lues. Et ça permet aussi un jour de valoriser ces données-là pour donner des indicateurs de succès aux éditeurs qui leur peut-être d'orienter aussi leur production. D'accord. C'est un petit complément par rapport à ce que vous dites. Par rapport à la rémunération des auteurs, c'est l'éditeur qui se charge de la rémunération de l'auteur. Nous lui avons versé les royalties, donc c'est pas nous qui avons la main sur cette partie-là, évidemment. Bien sûr, oui, d'autant que comme c'est de la version française, l'éditeur, il faut sûrement aussi qu'il se farcisse des déclarations auprès de la SOFIA pour les droits avec de traduction, enfin ce genre de trucs. C'est les ayants droit avec qui on est en rapport finalement. En fait, c'est l'auteur en lui-même ne peut pas vraiment exploiter son titre. C'est les ayants droit directement. Donc, du coup, nous, c'est les éditeurs. Quand on appelle ayants droit en général, on fait référence aux ayants droit japonais. Donc, précisément, on parle des éditeurs français. Tout à fait. C'est assez intéressant parce que nous, ça nous intéresse de développer en fait tout ce qui est aspect manga, mais pas forcément cantonné au Japon. On peut aussi voir plus large en fait et penser à la Corée, la Chine, voire même au manga français. Et du coup, nous, ça nous intéresse vraiment de développer en fait tout cet axe en fait qui vient de, on va dire ce qu'on va appeler le manga en fait, le noyau manga en fait qui s'est développé en fait à travers d'autres pays, mais la BD asiatique de manière plus générale. Yes. Et c'est ce qu'on cherche du coup à développer et à présenter parce qu'aujourd'hui certes en fait on peut présenter le catalogue, on peut avoir un catalogue avec des titres qui sont pas forcément hyper qui n'ont pas forcément marché, etc. Mais il y a aussi le manhwa, en fait, par exemple, qui a une place pas hyper importante sur le marché français à l'heure actuelle, et que on aimerait aussi remettre un peu au goût du jour et montrer un petit peu les différences qu'il peut avoir, etc. Et vous envisagez du coup... Pardon, vas-y, je t'en prie. Non, notre seul critère, c'est la qualité. Ok. Du coup, vous envisagez de travailler avec des auteurs, justement, français, sur le truc, en l'occurrence, puisque tu as un rôle de responsable éditorial, j'imagine que c'est des questions que tu as dû te poser un petit peu, Kevin. Oui, alors après, c'est la grande question, parce que nous, forcément, ça nous intéresse beaucoup de travailler avec des auteurs. Le seul truc, c'est qu'on n'est pas éditeur nous-mêmes, et on peut pas concurrencer les éditeurs avec qui on a envie de travailler. Donc, bien évidemment, en fait, on réfléchit à une manière, en fait, qui serait envisageable de pouvoir travailler avec des auteurs. On réfléchit en fait à des solutions, notamment en fait à développer des solutions comme présenter en fait des jeunes auteurs, en fait permettre quelque chose qui pourrait ressembler un peu au tremplin de Kiyun ou quelque chose comme ça en fait, sur lesquels en fait on aimerait travailler, axer dessus et travailler avec des éditeurs à ce niveau-là. Ok. Mais pour l'instant c'est à l'état de projet et bien évidemment ça viendra un peu plus tard parce que avant tout en fait on veut mettre l'accent sur le catalogue et développer cet aspect-là en priorité. D'accord. Justement dans le catalogue pour l'instant vous avez surtout Black Box et Naban. Naban. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses dont vous pouvez parler pour l'instant ou est-ce que c'est encore trop prématuré? Alors c'est encore assez confidentiel, mais on est en discussion avec beaucoup d'éditeurs en France qui sont eux-mêmes en discussion avec les éditeurs au Japon. Donc là, on peut malheureusement pas annoncer encore de choses aujourd'hui, mais c'est en cours et on espère pouvoir annoncer de nouvelles choses dans les prochaines semaines auprès de nos premiers utilisateurs et puis aussi auprès de la communauté. Donc, globalement, ça avance plutôt bien. C'est juste que ça prend du temps. Et je pense que toi qui connais un peu ce monde-là sait que ça peut prendre beaucoup de temps. Beaucoup, oui. Voilà, donc il faut prendre un peu son mal en patience, mais on y arrive petit à petit. Et en tout cas, pour une plateforme qui s'est lancée il y a 2 mois, on a déjà bien réussi à être identifié et à avancer dans cet écosystème-là. Donc c'est cool. On a des belles choses qui devraient arriver dans les prochaines semaines. Donc, on espère pouvoir en dire plus bientôt. D'accord. Et le manga pour adultes, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez ou pas du tout? Parce qu'il y a 2-3 acteurs en France qui sont là. Quand tu dis manga pour adultes, je parle clairement de manga pornographique.
Voilà. Alors du coup, pour l'instant sur la plateforme, on n'a pas de manga pour adultes, de manga pornographique. On pourrait en proposer quelques-uns. La difficulté, c'est qu'on est une plateforme qui est quand même grand public, si tu veux, aujourd'hui. On a mis en place un système d'âge. En fait, tu renseignes ton âge quand tu t'inscris, qui est important puisqu'on ne veut pas afficher du contenu qui peut être sensible auprès d'une audience qui est une audience jeune. Ou en tout cas, même s'il n'y a pas d'interdiction dans le monde du livre, puisque la littérature n'est pas considérée de la même manière que le jeu vidéo, par exemple, n'a pas de PEGI, etc. Mais on est quand même assez prudent là-dessus, on ne veut quand même faire patte blanche, c'est-à-dire qu'on ne peut pas montrer des scènes de violence ou des scènes de pornographie à des jeunes sur la plateforme qui ont 12 ans et qui seraient tombés dessus sans faire exprès, ce serait quand même un peu malvenu. Donc du coup, on a ce système-là qui est en place aujourd'hui, on va le déployer justement avec le lancement de la plateforme en bêta publique. Donc, tu auras un système avec un avertissement de contenu sensible. Et ça nous amène après à cette question de l'extension qui est, à partir du moment où tu gères le contenu sensible, est-ce que tu gères le contenu qui est véritablement mature, adulte et potentiellement pornographique? Donc c'est une question qu'on se pose. Pour l'instant, on n'a pas encore tranché sur la question, à vrai dire. Je sais que c'est une limite qui est assez ferme sur les plateformes de distribution d'applications comme Apple. Donc, tu ne peux pas proposer d'applications qui proposent du contenu pornographique sur un App Store tel que celui d'Apple. C'est peut-être un peu plus libre sur le Google Market, le Play Store, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais du coup, sur l'App Store, c'est pas possible. Donc du coup, il y a un peu tous ces éléments-là qu'on prend en compte. A priori, pour le moment, on ne propose pas en tout cas de contenu pour adultes, bien que effectivement ce soit un marché intéressant et qu'il y a certainement une très grosse demande sur ce type de contenu. Donc, pour le moment, on reste une plateforme grand public. On a plutôt vocation à renforcer le catalogue de ce côté-là avant de proposer du contenu porno. Ou alors on sortira hentai.io. Ouais, voilà, ouais. Voilà. Et tu as fait naître une nouvelle idée. Allez, je pense que c'est une idée. Il y a, comment il s'appelle, il y a Fakku, qui est un ancien site de scan, voilà, qui est en train de devenir légal. Est-ce qu'il y a des points que vous voulez aborder qu'on n'aurait pas couvert dans cette longue interview? Je pense qu'on a couvert pas mal de points. Je pense que quelque chose qui est intéressant, et c'est le point sur lequel nous on insiste auprès de la communauté, c'est de comprendre que voilà, c'est un projet qui se construit étape par étape. Évidemment, comme Netflix, Netflix a mis 20 ans avant d'arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui s'est fait en un jour. On l'oublie souvent parce que quand tu vois l'histoire, on oublie facilement. Mais, voilà, quand tu vois l'état de l'art aujourd'hui sur ce type d'application, tu peux dire que c'est fait en un jour, mais c'est pas du tout construit en un jour, ça a pris du temps. Et nous, on est vraiment dans cette démarche-là, qui est une démarche du temps long, où il faut qu'on soit patient, et il faut que la communauté accompagne aussi ce projet si on veut pouvoir réussir à convaincre des éditeurs aussi bien en France et au Japon. C'est un peu ce qu'on a expliqué depuis le début de cette initiative, c'est que c'est quelque chose qui est fait par des fans pour des fans. On est tous les trois ici fans de manga, on a grandi avec le manga et on a envie de faire hommage un petit peu à ce manga, enfin au manga en général, à travers cette application qu'on propose, mais ça prend du temps. Donc il faut être patient et il faut avoir bien en tête que ce sera fait étape par étape. On va commencer par un catalogue qui est restreint, on va l'élargir au fur et à mesure, puis il y aura des gens qui vont arriver, etc. au fur et à mesure. Donc, il n'y aura pas tout le monde sur la plateforme dès demain, il n'y aura pas tous les titres sur la plateforme dès demain, mais petit à petit, je pense que si on fait les choses bien et étape par étape, on y arrive. Voilà. Donc c'est juste un petit point de contexte pour resituer un peu tout ça. Non, mais c'est bien. Puis, du coup, je me permets juste d'ajouter, pardon, excuse-moi. Non, vas-y, je t'en prie. Juste d'ajouter par rapport au catalogue, je sais que c'est un point en fait, en tout cas qui revient assez souvent. En fait, c'est notre catalogue et le nombre de titres qu'on est en capacité de proposer. J'ai quand même envie de dire en fait que ce catalogue-là en fait ne peut s'enrichir justement que avec du soutien en fait et avec justement le fait que les gens viennent découvrir un peu ces titres, jettent un coup d'œil à ces titres qui sont forcément intéressants. Je sais de quoi plus ou moins, enfin je sais de quoi je parle, pardon. Mais j'ai quand même envie de dire que si... Attends, pardon, je sais pas pourquoi j'arrête pas de cafouiller, je n'arrive pas à parler. C'est pas grave, il est tard. Ouais, c'est un peu ça. Attends, je reprends. Mais du coup, je voulais faire un point sur le catalogue en mettant en fait l'accent sur le fait qu'aujourd'hui, même si on n'a pas un catalogue qui est très élargi,
On a un catalogue qui est quand même assez riche avec des titres très intéressants. Et j'invite en fait vraiment tout le monde à venir le découvrir. Ça permettra à la fois de découvrir de nouveaux titres et des titres que vous ne trouverez pas forcément dans le commerce, parce que effectivement, comme ils sont chez Black Box, ils sont moins faciles d'accès en fait que les trois quarts des titres auxquels les gens pensent. Et en même temps, c'est via ce biais-là en fait que nous on a décidé de commencer. On a quand même des auteurs, des bons auteurs en fait qui sont assez connus. Je pense notamment à Leiji Matsumoto en fait, dont certains de ces titres en fait sont sur notre catalogue, pardon. Et j'invite vraiment tous ces gens en fait à découvrir ces titres qui sont effectivement pas forcément les plus jeunes, mais qui vous feront découvrir aussi d'où vient le manga en fait et pourquoi aujourd'hui en fait les titres que vous avez aujourd'hui existent, quoi. Voilà. C'est clair. Un petit exemple de ça d'ailleurs, un petit exemple qui est assez intéressant, c'est moi j'ai découvert Hachiko, le petit chef, à travers justement l'offre de Manga.io, et de manière assez marrante, j'avais récemment lu Food Wars. Et en fait, j'ai vu des similitudes assez exceptionnelles entre les deux. Ah oui, carrément, oui. C'est assez marrant justement de voir ça, de voir que tu as des mangas qui sont bien antérieurs à des mangas modernes, contemporains, on va dire, et que ça te permet justement de comprendre d'où peut venir certaines inspirations des mangaka actuels qui sont peut-être un peu inspirés de ce qui a été fait avant, ou en tout cas que ça avait pu les influencer dans leur création. Donc c'est assez intéressant. Je pense que cette partie, comprendre l'histoire du manga, c'est aussi quelque chose qu'on essaiera de mettre en avant sur la plateforme, puisque c'est quelque chose qui n'est pas forcément très lisible quand tu es en rayon. À la Fnac, par exemple, tu ne vois pas que tel auteur était finalement l'assistant de tel auteur avant, comme tu peux avoir Terasawa qui était l'assistant de Tezuka et personne ne le sait, ou en tout cas des aficionados tout ça, mais peut-être pas tout le monde. Mais du coup, tu vois aussi comment le manga s'est construit au Japon, et je trouve ça hyper intéressant de présenter ça sur la plateforme. Donc ça fera partie des choses qu'on essaiera de développer par la suite. Et parfait. Je pense que c'est un beau plan d'attaque. Ouais. Je vous remercie pour votre temps. Je pense qu'on va finir du coup avec les speed chroniques. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire des choses avec tout le travail que vous avez. Ouais, on lit pas mal quand même. Ouais. C'est ça. Oh, Kevin, lui, il a tout lu. Il a été un peu lu. Normal. Est-ce que tu veux commencer, Kevin? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Alors moi, je vais conseiller, du coup, une de mes dernières lectures, c'était sur la plateforme Manga.io, que vous pouvez le retrouver. Et c'est Baru, du coup, qui est un manga de Rokuda, un manga sorti en 1991 et qui raconte l'histoire de Itsuki, si je m'abuse, je me rappelle bien de son nom. Ouais, c'est ça, c'est Itsuki. Itsuki, en fait, qui est un garçon en fait à la force herculéenne, qui est un lycéen plus ou moins normal, avec une vie plus ou moins normale, jusqu'à ce que en fait, sa copine commence à faire des rêves assez étranges et commence à rêver d'aliens pendant que son frère voit des ovnis. Les choses deviennent de plus en plus bizarres en fait, et lui se retrouve embarqué au milieu de tout ça sans jamais vraiment comprendre quel est son rôle, qu'est-ce qu'il doit faire, etc. C'est très intéressant, et surtout en fait ça va vachement rappeler donc aux plus cinéphiles d'entre vous, c'est surtout les rencontres du troisième type. On est vraiment dans quelque chose d'hyper mystérieux, donc le trait du Spielberg, J.J. Abrams, tout ça, on retrouve vachement cette patte là, un peu entre les deux du coup. Donc comme je disais, c'est du coup un manga assez mystérieux, plein de science-fiction, et surtout ce qui est très intéressant, c'est que c'est aussi un manga qui a un joli message, très écologique. Donc je ne vais pas spoiler en fait pour pas trop en dire, mais le récit avance sur plusieurs années. Enfin, ça dépend pour qui, mais en tout cas ça avance assez longuement, et il se passe énormément de choses à un tel point où on se pose des questions sur la planète où on vit. Donc voilà, moi je ne peux que conseiller ce film où le personnage principal ne devient qu'un pion finalement en fait dans un environnement qui est beaucoup plus grand que lui. En fait, il faut que j'arrête parce que sinon je vais finir par dévoiler trop de l'intrigue, et c'est dommage. Et du coup, Youn, est-ce que tu veux nous dire toi ce que tu as lu? Je croyais que c'était qu'on allait déléguer le truc à Kevin. Alors... Du coup, je m'étais dit Kevin allait intervenir pour raconter. Ah non, normalement, du coup, c'était. Enfin, si vous avez rien lu récemment, il n'y a pas de problème.
faire moi, ça me va, je peux parler de. Alors, du coup, je vais de Old Boy, pour le coup. Yes, C'est très pas, bonne c'est pas idée. hyper original parce que tu en as parlé il y a quelques temps dans ton podcast, donc c'est pas hyper original. Donc, c'est de Garon Tsukiya. Alors moi, du coup, j'avoue, je le lis sur l'application Mangaio. Bah, t'as raison. Donc, voilà, c'est assez cool. J'ai découvert ça par des discussions avec Christophe et en le rajoutant sur l'application. Et j'avoue que ce qui m'a vachement séduit, c'est... alors, j'avais vu le film, mais je me souvenais absolument plus du film. Mais alors vraiment, zéro souvenir du film. Je pense que je l'avais vu il y a très longtemps, je ne sais plus en quelle année il est sorti. Mais j'avais dû le voir il y a un bail. 97, je crois. Voilà, donc moi j'ai dû le voir, je ne sais pas quel âge j'avais, mais j'étais certainement trop jeune pour comprendre. Non, 2003. 2003 et 2013. 2003 le film coréen et 2013 le Spike Lee. Ouais, mais moi j'avais vu, je ne sais plus lequel j'ai vu en fait, mais en tout cas c'était il y a un bout de temps. Et du coup je m'en souvenais plus trop. Et là le fait de redécouvrir à travers l'application et à travers le manga, ça m'a énormément plu. Donc l'intrigue est hyper prenante. Ça prend quelques chapitres on va dire pour vraiment rentrer dedans. Mais quand tu commences à rentrer dedans, c'est hyper prenant. Et ce qui est génial quelque part, c'est que nous on l'a serialisé sur la plateforme, donc tu devais te réfréner dans ta lecture. Alors c'est hyper frustrant. Puisque forcément tu avais 3 chapitres au début, puis ensuite 2 chapitres par semaine. Il me semble que c'est comme ça qu'on avait serialisé. Moi, si je me trompe, je ne crois pas. Et du coup, c'est vrai que toutes les semaines, tu avais tes 2 petits chapitres, et en fait, ça recrée vraiment une attente. Donc moi, c'était tous les jeudis, je crois qu'on mettait sur l'application. Donc tous les jeudis, voilà, ça continue encore. Donc j'attendais impatiemment que les 2 nouveaux chapitres sortent, pour connaître la suite, l'histoire du dragon bleu, comment est-ce qu'il est emprisonné pour 10 ans. Enfin, c'est hyper prenant et hyper... voilà, t'as envie de savoir, c'est très mystérieux aussi. Les contours de son emprisonnement sont très curieux et t'as envie de savoir un petit peu ce qui se passe. Donc, je trouve que c'est un manga qui est vraiment sympa. Et ce que je trouve vraiment cool, du coup, ça fait un peu la promo de la plateforme. En tout cas, le côté serialisé permet de créer aussi une attente que j'ai trouvé très sympa. Moi, en tout cas, en tant que lecteur, un peu comme si finalement tu regardais une série et que tu allais avoir chaque épisode au fur et à mesure. Et comme moi, j'achète plus énormément de manga papier, donc c'est très cool pour moi d'avoir justement un rythme qui est différent de la sortie papier. J'ai pas du tout de frustration par rapport au fait que le manga est disponible complètement en papier, donc je pense qu'il y aura pas mal de gens qui partageront aussi ce point de vue-là. Et je trouve ça vraiment canon d'avoir un titre que j'aurais pas forcément découvert par moi-même, que je découvre comme ça sur la plateforme, parce que c'est vrai que c'est peut-être pas le titre vers lesquels je me serais orienté, alors qu'en fait c'est un titre qui est hyper intéressant et qui est très prenant. Voilà. Il y a comme quelque chose de sourd en fait un petit peu, je trouve, sur Old Boy justement, enfin comme une sorte de, on sent quelque chose de monté dans le personnage en fait, et c'est assez lent en fait au début à se mettre en place. Donc c'est ma chronique, Kevin, tu me voles ma chronique. Pardon. Moi quand on parle de manga, après je me sens obligé de réagir. Hein. Je vois ça. Mais oui, effectivement, c'est un bon choix, et c'est vrai que le côté sérialisation, c'est sympa parce qu'on revient à la racine en même temps, puisque à la base quand même le manga c'est sérialisé, c'est une publication en chapitres. Donc il y a évidemment dans les bons mangas, ils savent vraiment bien utiliser justement le côté cliffhanger du chapitre qui te fait attendre avec impatience la sortie, la semaine. Et c'est pas le même plaisir de lecture. Non, c'est pas le même, on est d'accord. Le plaisir de lecture. Je sais qu'il y a des séries où sur certains passages, sur certains tunnels narratifs, la parution en chapitre était assez pénible, alors que quand je l'ai relu ensuite par bloc, c'était beaucoup plus agréable parce que du coup l'intrigue avance vraiment et tu dis ah ouais c'est cool, alors que 15 pages par 15 pages t'es juste là, ok super, on peut avoir quelque chose la semaine prochaine, ça serait bien quoi. Donc Youn. Non, je ne vais pas faire de commentaires là-dessus, j'allais dire ça me faisait penser à certains passages de Bleach où j'ai vraiment eu l'impression d'attendre pendant 1000 ans qu'il se passe quelque chose. Bleach, il y a vraiment des chapitres où c'est genre, t'as les gars, ils sont là, ah, mais quelqu'un arrive, ça s'arrête là, le chapitre d'après, ah, c'est lui, et on voit un pied. Ok, faut 3 chapitres pour qu'on sache que le type arrive et il a encore rien fait, quoi. Exactement, donc moi ça m'avait... mais c'est beau. Il y a le talent graphique qui est assez incroyable, la mise en scène est totalement folle et justement tu sens la tension monter en fait au fur et à mesure à un point où tu tiens plus quoi.
Non, mais Ouais. Taito Kubo, c'est un très bon Tout à fait. designer, mais il devrait faire comme Obata, il devrait se choper un scénariste. Voilà. Ouais, parce que franchement, après l'arc d'Aizen, quand même, là tu dis que la pression elle monte au fur et à mesure. Moi j'étais quand même bien dé. La suite après Ouais. Aizen, j'étais genre, wow. L'arc des nazis là, enfin des Quincy là à la fin, c'est un Oui. peu des nazis. Hein. L'arc de la fin, quoi. C'est-à-dire qu'entre Oui. les deux, il y a 60 tomes, quoi, quand même. Exactement. Exactement. Donc, c'est ça, c'est la partie intermédiaire où il a plus ses pouvoirs, il commence à les récupérer, machin. J'étais genre, wow. Ouais, bon, ça je suis d'accord, c'est pas très bon, hein, mais ça. Là. Il y a Aizen, il y a une idée que je reconnais à Bleach qui est vraiment bonne, c'est le pouvoir du mec qui, quand il te coupe, il s'insère dans ton histoire. Ça, Ouais. j'avoue. Et dans le mauvais arc en plus, hein, dans. Ouais, l'arc est mauvais, mais le pouvoir du méchant, tu fais, oh, le pouvoir est bon. Ok. Ouais, incroyable, incroyable. Très Voilà. très bon pouvoir, j'avoue. Bien pensé. Mais Ah, mais par contre, ouais, voilà. Bref, Youn, je t'en prie. Non, alors moi je vais parler de ma dernière lecture papier en manga qui est chez Delcourt. Yes. Alors c'est pas du tout une nouveauté, c'est une anthologie de Tezuka qui a été compilée sous le titre d'Histoire courte. Donc c'est Ok. plein de petits, c'est des formats manga de Tezuka. Et il me semble qu'il y en a une petite dizaine. En fait, ce sont des histoires courtes, comme son nom l'indique, écrites par Tezuka durant sa vie, à des moments différents. Et ce que j'adore chez Tezuka, c'est que il est capable de créer des œuvres extrêmement denses en quelques pages. C'est-à-dire qu'on parlait à l'instant de Bleach et des formats à rallonge. Mhm. En fait, des fois, on peut lire sur 30 planches une histoire de Tezuka qu'aujourd'hui, on pourrait faire en 10 tomes. Parce que, en fait, le mode narratif est très intéressant. Alors, il est aussi un peu... il a évolué. Enfin, il est aujourd'hui peut-être daté parce que des fois, on a des grosses plages de texte, etc. Mais on sent un peu tout ce qu'il y a... Il y a toutes les origines du manga moderne et Bien sûr. actuel qui sont déjà là-dedans. Et on se dit, voilà, c'est quelqu'un qui a vécu de ça, qui est né il y a quasiment un siècle, comme ça, et qui a révolutionné un mode narratif. Je suis très admiratif de ce travail-là parce que c'est une œuvre qui vieillit bien. Et il y a toujours une belle profondeur dans les histoires, il y a déjà des thématiques sur des sujets de société d'aujourd'hui, hein, sur l'écologie, sur la place des femmes, sur les animaux, etc. Et donc il y a plein d'histoires et c'est plein de petits bijoux comme ça qu'on découvre et on passe 30 pages, on s'attache au personnage, c'est déjà fini, on passe à une autre histoire et ça se passe en Égypte, après ça se passe au Japon, c'est pas la même époque. Et tout ça, voilà, vous pouvez ça génial et je le recommande chaudement à ceux qui ont envie de lire quelque chose un peu différent. Bah, très très bon conseil, hein. De toute façon Tezuka, on peut que valider, mais du coup, et si tu aimes bien ce qu'il fait et si tu ne les as pas encore lus, ce qui serait très possible vu qu'ils sont souvent durs à trouver, Delcourt Tonkam viennent d'annoncer qu'ils allaient rééditer les Phoenix, justement. Phoenix l'oiseau de feu, qui est vraiment l'œuvre de la vie de Tezuka. Il l'a dessiné tout au long de sa carrière, quasiment jusqu'à sa mort, et ça aborde... Justement, c'est un peu le même principe qu'Histoire pour tous. Ça aborde plein de périodes très différentes. Il y a des passages, ça se passe dans l'Antiquité, des passages dans le futur, dans l'espace, très très loin d'ici. Enfin, ça n'a rien à voir, les histoires de l'une à l'autre. Et en même temps, c'est hyper puissant et c'est bouleversant. Et il y a justement des réflexions philosophiques très très intéressantes dans toutes ces œuvres. Et on voit toute sa puissance narrative. Il y a une très belle planche qui était exposée dans l'exposition à Angoulême il y a 2 ans quand ils ont fait 3 ans quand ils ont fait une très belle expo Tezuka où tu vois en fait c'est toute une planche qui est construite à la verticale et en fait tu pars, ça se passe dans l'espace et en fait tu pars de 5 cases où tu as 5 astronautes qui sont dans des salles différentes de la station spatiale et au fur et à mesure où ils descendent de case en case en fait tu as des petits fils qui les font descendre comme des couloirs en fait au fur et à mesure où ils se déplacent et quand les personnages arrivent dans la même pièce les cases se fusionnent et à la fin t'as plus qu'une seule case et t'as les 4 ou 5 personnages qui sont dans la même case. C'est juste brillant comme il est de mise en voilà. C'est très balèze. Voilà. Et du coup moi je vais vous parler de Actage, voilà, alors je n'ai pas encore bien appris les noms des 2 auteurs que sont Tatsuya Matsuki et Shiro Usazaki, qui est donc un manga, alors, je ne sais pas si vous l'avez lu ou si vous en avez entendu parler, mais c'est la nouveauté de chez Kiun. Donc c'est un shonen direct sorti du Shonen Jump. C'est un titre un peu atypique comme l'était à sa sortie Hikaru no Go.
puisque c'est un titre où en fait on va suivre une lycéenne qui a un don inné pour la comédie. Voilà, on va vraiment suivre. C'est pas un... Souvent on dit que c'est un manga sur le cinéma, c'est pas tout à fait sur le cinéma puisqu'il va y avoir un arc sur le cinéma, mais il va y avoir un arc sur le théâtre, etc. C'est un acte, c'est vraiment un manga sur la comédie. Voilà. Et on va suivre donc une actrice en devenir qui a déjà un talent inné parce qu'elle elle maîtrise la technique de Stanisław, je l'ai presque. Stanisławowicz, un truc comme ça doit être. Et qui fait que grosso modo elle est capable de puiser dans ses propres émotions pour pouvoir incarner justement l'émotion qu'elle a besoin de jouer. Donc ça lui permet d'être très vrai dans son jeu, mais forcément ça suffit pas, etc. Et donc elle va apprendre au contact de ses rivales des nouvelles techniques pour se renforcer. On est vraiment en fait dans une construction de shonen hyper classique, mais c'est d'abord terriblement efficace parce qu'on applique la recette du Shonen Jump, et en plus c'est hyper intéressant parce que ça change complètement, quoi. Là on découvre le milieu du showbiz, et c'est carrément ouf, quoi. Donc, voilà. Et plus que ça, je trouve que c'est parce qu'il y a c'est des personnages féminins en fait. Je trouve que c'est Et en assez plus, il y a rare en beaucoup de fait personnages féminins. Ouais. pour un magazine. Et enfin dans le sens où ils sont pas mis, on ne sait pas de les voir. Enfin c'est pas très ecchi quoi. Donc non, mais complètement. Tout ecchi même. Donc du coup Non, c'est ça qui est intéressant en fait. Ouais, et je trouve que ça ressemble vachement à un manga de sport d'ailleurs. C'est marrant. Ouais, dans la construction, ça ressemble aussi à un manga de sport. Enfin, ça reste un shonen très classique dans sa construction. En fait, c'est vraiment plus le thème, en fait, qui est atypique. Et du coup, le dessin est assez rafraîchissant. Après, l'auteur, je crois que c'est un homme, je suis pas sûr, l'auteur ou l'autrice, je sais plus, va progresser très très vite. En tout cas, donc c'est un titre vraiment à suivre. Et en tout cas, moi, je suis très content que ça débarque en France. Voilà. Je n'ai pas encore lu et j'en ai entendu beaucoup de bien, donc j'espère le lire rapidement. Top. T'as lu les 2 tomes ou t'en as lu qu'un ? J'ai lu les 2 tomes, ouais, et je pense que c'est une bonne idée d'avoir sorti les tomes 1 et 2 ensemble, parce que ça permet de vraiment rentrer dans l'intrigue, en fait. Voilà, parce que je trouve qu'au début, moi, après le tome 1, j'étais en mode il y a combien de tomes de ça, va comme... Enfin, j'avais du mal à me dire de voir où ça allait aller, mais finalement, le tome 2, en fait, ça démarre enfin, en fait. Enfin, ça démarre enfin, ça démarre bien, en fait. C'est vrai que le tome 1, comme moi j'ai lu les 2 d'un coup, c'est vrai que j'ai pas trop la découpe en tête, mais c'est vrai qu'en regardant, c'est vrai que le tome 1, oui, ça s'arrête un peu vite, c'est vrai. Ouais. On voit pas forcément où ça va. Le tome 2, pour le coup, avance très vite, pose vite des enjeux, et ouais, à la fin du tome 2, tu veux le 3, en fait. Oui, c'est ça. Qui est le principal, quand même. Voilà. Ok. Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour votre disponibilité, parce que là du coup il commence à être un peu tard puisqu'on enregistre le soir, donc en plus vous êtes à moitié en vacances, donc encore merci d'avoir pris sur votre temps perso. Écoute, de rien, c'est un plaisir. Merci à toi. Aucun problème. Merci à toi, c'est un plaisir de pouvoir échanger avec toi, et n'hésite pas si tu as d'autres questions ou d'autres choses qu'on peut t'apporter en complément de cette petite interview. On sera ravis de partager tout ça avec toi. Eh ben, pas de problème. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir regardés ou écoutés, que vous soyez sur YouTube ou sur les différentes plateformes où on peut retrouver le podcast, c'est-à-dire Spotify depuis l'épisode précédent, ou Apple iTunes, PodCloud et compagnie. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Sinon, toutes les semaines, vous le savez, il y a 1 minute pour un manga sur la chaîne YouTube. Moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et d'ici là, lisez plein de mangas. Bye. Salut. Bye. Ciao. Bye.